Et j'aimerais maintenant, je passe la parole à Anne Bachelot, qui va nous parler de HCC par rapport à la fertilité et la grossesse des femmes. On aura des questions à la fin. Vous pouvez lui poser vos questions directement dans le chat. Et on va donc lui envoyer des questions. Anne, c'est à vous. C'est réduit surtout avec une certaine forme de la maladie. Il y a plusieurs questions. Des facteurs biologiques, l'équilibre hormonal, des facteurs mécaniques par rapport aux actes chirurgicaux et des facteurs psychologiques et sexuels. Si on regarde l'axe gonadotropes, on a déjà démontré que les irrégularités menstruelles et anovulation sont fréquentes. C'est chez les femmes atteintes d'HCS de 30 à 70% des femmes. Et l'hirsutisme, c'est assez fréquent de 20 à 40% parmi les femmes. Donc, le contrôle du cycle menstruel représente donc une cible thérapeutique importante dans ces cas. Plusieurs facteurs sont soupçonnés de déranger l'axe chez ces patientes atteintes de HCS. Ici, vous voyez les sécrétions FSH et LH par le gland pituitaire. Chez les femmes atteintes de HCS, il y a une surproduction de progestérone et d'androgènes qui peuvent interférer avec l'axe gonadotrope. Et on a pu démontrer qu'un manque de contrôle hormonal mène à une anovulation et des irrégularités menstruelles et également un impact négatif sur l'hypersécrétion de progestérone et la réceptivité endométriale. On a mené une étude il y a quelques années financée par l'IFCA sur le pouls de LH pour déterminer quels sont les facteurs qui pourraient expliquer la possible anormalité de cette pulsatilité. On a fait une étude sur... On a travaillé sur la phase folliculaire pour les femmes de contrôle et les patientes avec des cycles réguliers. De jour 3 à 6 après les saignements induits par le progestine. On a prélevé des échantillons de sang tous les 10 minutes pendant 6 heures pour déterminer l'effet sur le pouls LH. Comme vous le voyez, on a pu constater les graphiques classiques. Il y a une partition à 2 éléments. Il y a des résultats similaires en termes de fréquence et le moyenne LH. Donc, les patients dans le premier groupe comparé au contrôle, il y a eu, on voit, on distingue les patients ayant une étoile. Donc, les patients dans le groupe 2 ont une amplitude et une fréquence inférieure et présentent les cycles menstruels et plus de dérangements que les personnes dans le groupe 1. Ils ont un niveau d'hydroxy et progestérone plus élevé.
Donc, il y a un contrôle hormonal pauvre comparé au groupe 1. Et lorsqu'on regarde la concentration par rapport au cluster de progestérone, cela suffit pour séparer les deux groupes. Par conséquent, il n'y a pas de preuve que ce n'est pas... Si le progestérone est connu, on peut dire que les femmes adultes atteintes de HC5 ont une pulsalité LH et sécrétion normale dans un cas de bon contrôle hormonal de leur maladie. Par contre, lorsqu'il y a une réduction de la fréquence et l'amplitude du pouls de la LH chez les femmes ayant un mauvais contrôle hormonal. Donc, le mécanisme qui sous-tend ce changement dans la HCS semble impliquer le progestérone plutôt que l'androgène. La suppression des concentrations sériques d'ovosécrétion est un objectif majeur pour ces patientes. Des conséquences de chirurgie génitale sont impliquées dans la fertilité réduite dans ces patients. Donc, on a fait une évaluation fonctionnelle, mais c'est rarement rapporté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque d'insensibilité clitoridienne et une sténose de l'intérêt vaginal. 92 femmes ayant subi une chirurgie génitale, dont 43% ont subi plus d'une intervention et 23% à l'âge adulte, parmi laquelle pratiquement la moitié ont déclaré être malheureuses par rapport à leur vie sexuelle. Plus récemment, il y a une étude de 251 patientes ayant subi une chirurgie génitale et la majorité des patientes ont rapporté de bons ou d'excellents résultats sur le plan cosmétique. Donc, avec ces nouvelles procédures, permettent de préserver l'innervation et la sensation clitoridienne. Donc, on a besoin, évidemment, de données à long terme sur les résultats obtenus chez les personnes ayant subi une intervention chirurgicale et chez celles qui n'en ont pas subi. C'est crucial pour mieux comprendre et mieux gérer ces patients. Maintenant, on regarde la fertilité et la grossesse de ces patientes. C'est une étude très importante du groupe de Gerard Conway qui a été publiée il y a 10 ans. Ils ont fait une étude de 160 hommes avec HCS, 81 et 25 avec parmi lesquels seulement 25 étaient 16 à considérer une parmi lesquels 23 ont essayé activement de concevoir et 21, donc jusqu'à 90%, ont pu avoir 34 grossesses. Donc, ce n'est pas différent de la population normale. Et le taux de césarienne a été augmenté parce qu'il y a eu une action chirurgicale. C'était similaire dans les sous-groupes, mais avec des formes plus simples. Si on regarde maintenant le taux de fertilité, le nombre d'enfants par femme parmi les patients HCS, le taux est bien inférieur que par rapport à la population générale. Cette étude confirme que la fécondité est inférieure, mais de l'autre côté, c'est plus encourageant lorsqu'on examine les patients qui essayent de concevoir. Je vous montre des résultats d'une étude menée au Royaume-Uni. Comme vous pouvez le voir, il y a des femmes qui présentent avec des cycles irréguliers,
de 30 à 35% et de 25 à 33% des femmes ayant consulté pour une grossesse. Et le taux de réussite est un bon taux de réussite dans 88% et un peu moins important au Royaume-Uni. Donc, ces résultats sont plus encourageants. Plus récemment, une grande population, on a étudié des données épidémiologiques. Ça a été mené en Suède, qui incluait 253 femmes issues de la population générale. Les femmes ayant la forme SW étaient moins souvent mariées et avaient moins de partenariats. Les femmes atteintes d'HCS étaient moins susceptibles d'avoir des enfants biologiques que les témoins. Et si on regarde au niveau de l'issue de la grossesse, les femmes présentant un HCS classique ont été signalées comme présentant un risque accru de diabète gestationnel. Et c'est la même chose dans nos données personnelles. 33% de femmes atteintes de HCS comparé à 7,2% de femmes dans la population. Donc, il faut une analyse de femmes. Il faut examiner les femmes atteintes d'HCS par rapport au risque de diabète gestationnel. La dernière partie, on va regarder les conséquences maternelles de traitement avec dexaméthasone. Depuis plus de 30 ans, le traitement prénatal avec le DEX a été proposé aux femmes enceintes risquant d'avoir un enfant atteint de HCS classique. L'objectif de ce traitement, c'est de supprimer la production fœtale d'androgènes et donc de réduire la virilisation des femelles atteintes de HCS pendant la vie fœtale. Le DEX traverse la barrière placentaire jusqu'au fœtus. Donc, ce n'est pas inactivé, pas comme l'hydrocortisone ou le prednisone. Chez les mères traitées au DEX, il y a des effets indésirables des glucocorticoïdes ont été signalés avec une fréquence et une intensité variables. Prise de poids, œdème, stries, hypertension artérielle et diabète. Ces observations proviennent de cohortes rétrospectives et autodéclarations rétrospectives. Il y avait une tendance assez forte des femmes traitées au DEX de déclarer qu'elles ne se soumettraient plus jamais à ce genre de traitement. Il n'existe aucun... Un tiers de toutes les femmes traitées au DEX ont déclaré qu'elles ne se soumettraient jamais à nouveau au traitement. Il n'existe actuellement aucune donnée sur l'axe corticotrope pendant et après la grossesse chez les femmes traitées au DEX. Nous avons en cours une étude prospective de l'issue de la grossesse chez les femmes traitées précocement par dexaméthasone pour une HCS. Cette étude permettra d'examiner en profondeur les résultats obstétriques, endocriniens et métaboliques des femmes traitées au DEX. Prévalence et ampleur de la prise de poids, l'insomnie, l'œdème, des stries, l'hypertension artérielle et le diabète gestationnel. C'est une étude nationale dans tous les centres en France. Et dans cette étude, va améliorer la gestion et la prévention de comorbidités. Parlons de Dexapreg pour les femmes traitées à court terme. Soit c'est un traitement avant le traitement avec le DEX, et donc on remplit le questionnaire par le médecin, et les données sont mesurées avant DEX et chaque mois jusqu'à la fin du traitement au DEX. Et
jusqu'à la fin de la grossesse. Et toutes les données vont être comparées à une population de référence. Ce sera la même chose pour les femmes qui sont traitées pendant la grossesse. Ils vont être suivis pendant 6 mois après la naissance. Et là, on a 16 femmes dans l'étude. Pour conclure mes propos, l'amélioration de la fertilité et de la fécondité des femmes HCS dépendra en grande partie des éléments suivants. L'organisation de la transition entre les soins pédiatriques et les soins spécialisés pour adultes, traitement optimisé, plus suppression de la progestérone pour retrouver la fertilité, les progrès dans la chirurgie, disponibilité d'un soutien psychologique, procuration de bien-être sexuel. Par rapport au traitement prénatal ODEX en France, les essais cliniques actuellement en cours, l'étude de Véronique Tardy et multicentrique de développement cognitif des enfants à risque d'hyperplasie congénitale des surrénales et une étude prospective à l'issue de la grossesse chez les femmes traitées précocement par dexaméthasone pour un HCS. Merci de votre attention et merci à IFCA pour leur soutien pendant un nombre d'années. Merci infiniment, Anne Bachelot. Questions-réponses, mesdames et messieurs. Nous avons reçu des questions dans la fenêtre de discussion. Y a-t-il des questions à l'attention d'Anne Bachelot? Oui, absolument. Merci infiniment de votre intervention. Vous y avez fait référence. Il y a de nombreuses femmes atteintes de HCS qui ne semblent pas désirer être enceintes. En tout cas, elles ne font pas de tentatives en ce sens. C'est visible dans le cas de l'étude de Jerry Conway. Mais qu'en est-il des données émanant du reste du monde? Dans d'autres régions, par exemple en Europe orientale, voire même dans d'autres pays d'Europe, voire même à l'extérieur de l'Europe. Et sur la base des questions reçues, à votre avis, quelle en est la raison? Les femmes atteintes d'une forme classique de HCS, pourquoi ont-elles moins de probabilité de tenter une grossesse? Eh bien, nous n'avons pas toutes les données. On a des données britanniques, on a notre propre cohorte. Et on a également des données suédoises. Mais c'est tout. On dispose de données concernant le taux de grossesse, mais ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose que de regarder le taux de grossesse effective. Effectivement, c'est beaucoup plus faible. Si on se penche uniquement sur le taux de grossesse dans une cohorte composée exclusivement de femmes, le taux est plus faible. Eh bien, à mon avis, il y a peut-être des obstacles psychologiques ou sexuels dont souffrent ces femmes. Et ces facteurs ont des conséquences, surtout en cas de sténose de l'orifice vaginal, par exemple. Les conséquences d'une intervention. Et donc, il est important d'optimiser le traitement et de fournir un soutien psychologique de façon à améliorer le bien-être sexuel de la femme. Cela permettra d'améliorer le taux de grossesse parmi les femmes souffrant de HCS. Merci infiniment de cette réponse, chère Anne. Nous avons d'autres questions. Serait-il possible de parler du taux de fertilité ou de fécondité et de pré et de grossesse, notamment lorsque l'époux ou le partenaire est porteur de la maladie? Eh bien, concernant la fertilité, dans la version non classique, la forme non classique de la maladie est relativement bonne. Dans notre cohorte, mais également dans une cohorte israélienne, les résultats sont les mêmes. En d'autres termes, on a un taux de grossesse qui, d'après les estimations, est équivalent à celui de la population de manière générale. Et chez ces femmes, si par exemple il y a des
irrégularités naturelles ou un taux élevé de progestérone et d'androgène, il faut un traitement à base d'hydrocortisone, de façon à normaliser ce cycle naturel, pour retrouver des concentrations normales, entre guillemets. Et à partir de là, il peut y avoir des grossesses spontanées et le taux de grossesse sera équivalent à celui de la population générale. Merci beaucoup, Anne Bachelot. Souhaiteriez-vous apporter un commentaire sur les questions relatives à l'époux, au partenaire qui pourrait être porteur? Qu'en est-il du dépistage des enfants, par exemple? Si, par exemple, les parents sont atteints d'une forme non classique de l'HCS, or si je suis pas sûre d'avoir compris la question, mais je tenterai une réponse. Si la femme souffre d'une forme non classique de l'HCS et qu'elle partage un allèle classique, entre guillemets, de la pathologie, il faut effectivement procéder au dépistage pour vérifier si la mutation est partagée. C'est une mutation classique de la maladie. En effet, il y a un risque que l'enfant développe la maladie. Et en l'espèce, dans ce cas-là, un traitement à base de dexaméthasone devrait être fourni aux parents à l'étape prénatale, à partir du moment où les personnes sont informées, au cas où le fœtus serait une fille. Je vois d'autres questions. Y a-t-il des différences en termes de taux de grossesse entre les femmes traitées à base d'hydrocortisone et les femmes qui sont traitées à base de glucocorticoïdes actifs? Et quel est le taux de progestérone qu'on devrait cibler? Eh bien, à mon avis, on n'a pas les données. On n'a pas de données de comparaison entre l'hydrocortisone et la progestérone. On n'a pas de données là-dessus, mais je pense qu'on peut s'attendre à de grandes différences. Si par exemple vous avez un faible taux de progestérone au début de la phase folliculaire, je pense que les résultats seraient les mêmes lorsque vous avez la dexaméthasone ou l'hydrocortisone. Voilà en ce qui concerne la première partie de votre question. Deuxième volet, ça dépend. Bon, ça dépend du laboratoire, mais ici à Paris, nous, on préfère que la concentration de progestérone reste inférieure à 1 nanogramme par millilitre. Donc c'est une concentration extrêmement basse. Et c'est fondamental. En effet, lorsque vous avez une forme classique de la maladie, étant donné le taux élevé de progestérone, à long terme, la réceptivité de l'endomètre est faible. Et c'est une cause importante d'infertilité chez ces femmes, le manque de réceptivité de l'endomètre. Donc il est très important de contrôler la progestérone. Ce serait un outil fondamental. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, de façon plus générale, de quelle façon peut-on optimiser la situation métabolique, etc., de façon que les femmes atteintes de HCS puissent concevoir? Et cette question est extrêmement spécifique. Une femme ayant une maladie non classique, sans traitement à base de glucocorticoïdes, qui a des parents, qui a des symptômes apparemment normaux, mais qui est obèse et qui... Est-ce que vous allez démarrer un traitement avant de tenter une première grossesse? Donc avec une HCS non classique? Voilà. D'accord. Je regarde si je peux trouver la question dans le chat. Alors, ce qui a été démontré chez ces femmes ayant une HCS non classique, si par exemple vous avez des cycles menstruels irréguliers et des concentrations élevées en progestérone au début de la phase folliculaire, il peut y avoir un bénéfice d'un traitement à base d'hydrocortisone, car il peut y avoir des grossesses spontanées. Mais si, par exemple, le cycle est régulier et qu'il y a une ovulation chaque mois, je ne suis pas sûre que cette femme bénéficierait d'un traitement à base d'hydrocortisone. Cela n'a pas été démontré. Voilà, j'espère que la réponse est claire.
Je pense que le seul avantage, c'est lorsque vous avez un cycle irrégulier et un taux élevé d'androgène et de progestérone. Et lorsque vous démarrez l'hydrocortisone, il faut normaliser le cycle menstruel ainsi que la concentration en progestérone. Si par exemple 20 à 30 mg par jour d'hydrocortisone et que cette femme a toujours une oligoménorrhée, etc., peut-être qu'il y aura un SOPK. Il pourrait y avoir effectivement une carence, un déficit. Donc une question extrêmement spécifique de Eddie Classen qui va s'exprimer. Est-ce qu'on doit utiliser des dosages différents de glucocorticoïdes dans les phases folliculaires et lutéales pour bloquer la progestérone? Non, 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 non. Car on ne bloque pas la production de progestérone de cette façon. Donc, ça n'est pas un problème. Merci, Anne. Pourriez-vous également apporter des commentaires concernant la dose de dexaméthasone que vous utilisez en prénatal une fois que les soins prénataux sont effectués? Et quel est l'objectif chez la femme enceinte, notamment concernant les urines? Eh bien, la dose recommandée de dexaméthasone est de 20 microgrammes par kilo par jour. Généralement, si la femme pèse 60 kg, vous aurez 2 à 3, donc 1,3 mg par jour, ce qui est une grosse dose. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des effets secondaires lors de la grossesse. Autre commentaire, je dirais que cette démarche est controversée, elle prête à polémique en ce moment et on est encore en attente des résultats suédois. On attend d'autres études suédoises car d'après eux, chez l'enfant, il y a un aspect mémoire qui peut souffrir et que l'administration de dexaméthasone peut avoir un impact négatif. Et il y a une étude en France qui se penche sur la sécrétion d'insuline lorsque ces enfants étaient traités au stade fœtal et qui sont devenus adultes. Il pourrait y avoir une baisse de la sécrétion. Et il y a également une autre étude en France qu'on attend. Vous avez parlé de l'étude de Lyon, du PHRC. Donc, c'était une étude nationale qui évalue l'aspect chez l'enfant en termes de neurodéveloppement qui a reçu un traitement à base de dexaméthasone lorsque la mère était enceinte. Donc, on espère avoir les résultats dans ces prochaines années, mais jusqu'à présent, il faut faire preuve de pragmatisme. Ou plutôt, les Français sont pragmatiques. Il n'y a pas d'interdiction concernant cette approche, mais il faut, bien entendu, un consentement éclairé. Il faut énormément d'échanges et de discussions avant de décider. Si vous souhaitez apporter un commentaire là-dessus, parce que ça prête à polémique et c'est très difficile à formuler dans le cadre des soins cliniques apportés à la femme enceinte. Effectivement, j'aimerais vous demander votre avis concernant l'alternative. Donc, une greffe éventuellement préimplantatoire. Eh bien, en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, en tout cas, jusqu'à présent, c'est très difficile, ce diagnostic prénatal. Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais en tout cas pas en France. Martine, y a-t-il des informations là-dessus? Oui, absolument. En fait, jamais de traitement à base de dexaméthasone, justement à cause du risque potentiel. Je pense qu'il y a 3 ou 4 couples d'ores et déjà qui ont réussi à tomber enceintes et sans obstacle majeur. Il y a des questions qui nous arrivent en ligne et peut-être que les autres intervenants peuvent apporter des commentaires, peuvent apporter un éclairage, car je pense que c'est extrêmement difficile à faire. Mais peut-être que Véronique peut nous dire ce qu'elle en pense. Il y a des aspects techniques, certes, mais il y a également toute une dimension juridique en France. Et rappelez-vous que le conseil que nous apportons, on a dit à ces couples qu'on ne pouvait pas juridiquement le faire en France et donc ils sont partis en Belgique. Et vous l'avez bien dit, chère Martine. Véronique, vous êtes en ligne. Y a-t-il des commentaires?
Pas à ce stade. Très bien. Et un grand merci, chère Anne Bachelot, de cette magnifique intervention.